Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Depuis quelques années, le terrorisme évolue de la région ouest africaine vers les pays côtiers. Cela s'est manifesté par des incursions et autres attaques terroristes des groupes armés au Togo, au Bénin ou encore à Abidjan. Cette progression de la menace du Sahel vers le golfe de Guinée n'est pas sans conséquence sur l'économie de ces pays et sur les populations civiles. Une situation accentuée par la géographie, la circulation des armes légères ainsi que les difficultés sociales, politiques et économiques. Toutefois, ces pays côtiers concernés se réadaptent à travers des stratégies de lutte contre le terrorisme. À cela s'ajoute l'initiative d'Accra et le soutien de partenaires internationaux. Quelles conséquences de l'évolution de la menace du Sahel vers les pays côtiers? Comment endiguer l'expansion de la menace terroriste vers le golfe de Guinée? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, mettre sur pied un centre africain de lutte contre le terrorisme. Telle est la proposition faite par le président nigérian Bola Tinubu à la réunion africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme tenue les 22 et 23 à Abuja au Nigeria. L'objectif de ce sommet africain de lutte contre la menace terroriste est la formulation de stratégies communes pour contrer les menaces terroristes, renforcer les capacités sécuritaires des États africains et promouvoir le partage d'informations et la lutte contre le financement du terrorisme. Un accent particulier a aussi été mis sur l'importance de miser sur des solutions prises par les pays africains et dirigées par ces pays mêmes. Quels enjeux du sommet africain sur la lutte contre le terrorisme? Quel impact de la sécurité collective pour une meilleure efficacité des stratégies africaines de lutte? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Hamidou Samba Ba, vous êtes enseignant-chercheur, également doctorant en sciences politiques. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. Et en face de vous, votre co-débatteur, M. Pape Ousmane Thiaw, également doctorant en sciences politiques et spécialisé sur les questions de sécurité. Merci encore, Pape Ousmane, d'être là avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Et je reviens à vous, M. Ba. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette propagation, en tout cas de la menace du Sahel aujourd'hui vers le golfe de Guinée? Puisque avant, ce qu'on voyait en tout cas, c'est que cette menace était plus présente dans des pays comme la zone du Liptako-Gourma, le Burkina, le Niger et le Mali. Mais au fil des années, de plus en plus, ça évolue en tout cas vers ces pays côtiers. Quelle lecture faites-vous en tout cas de cette évolution ou de cette progression de la menace? C'est une progression normale parce que le terrorisme a une histoire. On pourrait même parler de plusieurs terrorismes parce qu'il n'y a pas qu'un seul terrorisme au niveau anthropologique et sociologique. Et que si on regarde l'histoire de l'internationalisation du terrorisme, ça a commencé d'abord au Moyen-Orient, ensuite c'est parti dans la Corne de l'Afrique et à un moment donné ça a basculé vers le Sahel. Et une partie du Sahel est composée des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis un moment, on voit des incursions vers les pays côtiers. Alors, on peut analyser cette évolution-là sous plusieurs formes. Mais on va simplement dire à ce niveau-là que le terrorisme qui s'est installé durablement est dans une forme d'hybridation au niveau économique, donc a développé une certaine économie souterraine criminelle qui lui permet de financer, d'acheter ses armes, de recruter des jeunes et de régler la question logistique. Maintenant, pourquoi le golfe de Guinée? Mais parce que le golfe de Guinée qui part de l'Angola jusqu'au Cap-Vert est un espace où il y a des milliards en termes de possibilités de financement. Et donc oui, en termes stratégiques, si le terrorisme arrive à entrer dans le golfe de Guinée, à avoir des emprises, ça va permettre à ces entités-là d'avoir une dimension plus planétaire. Et vous avez rappelé tout à l'heure, en tout cas vous avez fait un rappel historique de l'évolution du terrorisme dans ces différentes régions du continent africain. Mais le constat est qu'aujourd'hui, ce qui a constitué en tout cas un terreau fertile dans ces régions-là, on retrouve pourtant la même chose aujourd'hui dans la région est de l'Afrique, dans la région ouest ou bien même dans le golfe de Guinée. On a comme l'impression qu'aussi il n'y avait pas cette anticipation-là. Non, mais le problème, c'est d'abord à un niveau structurel. Le terrorisme est possible dans les espaces où l'État, au sens de Weber, n'a pas un contrôle total de son territoire. Et quand on a regardé l'histoire politique de nos pays au niveau institutionnel, vous voyez qu'on a enchaîné coup d'État sur coup d'État, changement inconstitutionnel et tout cela. Et ça ne participe pas, au sens weberien du terme, en tout cas,
à l'assise, à la maîtrise territoriale qui est fondamentale pour un État. Donc, et le terrorisme occupe ces espaces-là. Quand on a vu comment ça a évolué, c'est dans les États faillis, c'est dans les États post-coloniaux, mais faillis, des États criminels, voyous, tout cela, si on veut. Et le terrorisme se nourrit de ces vulnérabilités institutionnelles et politiques. Et Pape Ousmane Thiaw, selon vous, qu'est-ce qui a en tout cas accéléré cette progression de la menace, si l'on sait que pourtant jusque-là, en tout cas, des stratégies ont développé de part et d'autre, que ce soit au niveau pays ou même au niveau régional. Qu'est-ce qui a accéléré, selon vous, cette progression de la menace du Sahel vers le golfe de Guinée? Oui, c'est bien pour Amidou d'avoir fait un petit rappel sociologique et historique du phénomène terroriste partant du Moyen-Orient pour se retrouver en Afrique. Bon, moi, j'ai une lecture plutôt stratégique. En fait, la raison pour laquelle les groupes terroristes progressent vers le sud, vers les pays côtiers, relève de deux aspects. Le premier, c'est que c'est un repli stratégique, parce que on sait qu'avec la création du Liptako Gourma de la charte de l'AES, ces pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont mutualisé leurs efforts aussi bien sur le plan militaire que sur le plan du renseignement et informationnel pour non seulement tenter de déstructurer ces groupes terroristes, mais également de les anéantir sur plusieurs espaces. C'est ce qui justifie ce premier repli stratégique, parce que le fait de quitter la zone des 3 frontières, qui était la principale zone rouge, disons, la principale zone de regroupement des groupes terroristes, il n'y avait pas la possibilité, sur le plan géographique, de se déplacer vers le nord, parce que le nord était constitué du Niger, du Mali et peut-être de la Mauritanie qui était un peu plus loin. Donc la seule alternative sur le plan géographique dont ils disposaient, c'est d'aller un peu plus vers le sud. Donc ils sont acculés. La première lecture que nous pouvons avoir, c'est que ces groupes terroristes sont acculés, de telle sorte que la meilleure stratégie pour eux, c'est de se replier sur le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Nigeria, un peu au Bénin, un peu au Togo. C'est pour cela que l'on a une recrudescence des attaques terroristes dans ces zones. La seconde lecture que l'on peut faire, c'est que les groupes terroristes, depuis, parce qu'il a parlé tout à l'heure d'hybridation des menaces, depuis 2012, ont toujours eu pour objectif d'avoir accès à la mer. Parce que le fait d'avoir accès à la mer, puisque ce n'est pas possible au niveau de l'ouest, par exemple, traversant le Mali pour aller vers le Sénégal, c'est beaucoup plus facile de se replier et d'aller un peu plus au sud et d'avoir accès à la mer au niveau du golfe de Guinée. Donc ce sont ces deux aspects qui peuvent être mis en relief par rapport à la recrudescence des attaques et des incursions surtout des groupes terroristes au niveau du golfe de Guinée. Et par rapport à cela, on a d'ailleurs noté en 2016 l'attaque du Grand Bassam en Côte d'Ivoire, et depuis quelques années aussi on suivi d'autres attaques enregistrées au Togo et au Bénin. Et pour le cas du Togo ou du Bénin, c'est beaucoup plus différent, puisque les attaques sont très souvent notées dans la partie frontalière, en tout cas avec les Burkina, et des zones également forestières aussi pour la plupart. Absolument. Donc si vous voyez, après les attentats du Grand Bassam en Côte d'Ivoire, il y avait eu une accalmie. Il n'y avait pas eu de nouvelles attaques sur le sol ivoirien, ou du moins très peu. Donc, si vous regardez les zones même où se positionnent ces groupes terroristes, vous allez toujours voir que cela se situe toujours au niveau de la frontière entre soit la Côte d'Ivoire et le Burkina, soit entre la Côte d'Ivoire et peut-être le Mali. En fait, ces groupes terroristes, ils se situent toujours au niveau des frontières, dans les zones avec une forte densité en forêt et qui leur permet à un moment donné de se cacher et de déjouer les patrouilles des armées régulières de ces pays. En fait. Mais est-ce que la porosité des frontières ne complique pas davantage aussi la situation entre ces différents pays? Ah si, ça complique naturellement. Ils se positionnent parce que dans le droit international, une armée n'a pas le droit d'entrer dans le territoire d'un pays tiers sans son autorisation. Et le temps de faire ces procédures administratives-là et militaires, ils sont déjà partis. Et ensuite, ces zones-là, l'incursion au nord, par exemple, des pays côtiers comme le Ghana, autant pour moi comme le Togo et le Bénin, ça se fait dans des zones forestières, comme tu dis. Mais vous savez qu'il y a combien de parcs?
la superficie des parcs qui existent en Afrique de l'Ouest, il y a plus de 8000 km². Où c'est des zones que les États ne contrôlent pas. Il y a un aspect de contrôle territorial et d'intelligence stratégique. En termes de droit international, les États ne vont pas prendre le risque de faire une déclaration de guerre. Quand vous entrez sur le territoire d'un autre, c'est une déclaration de guerre, c'est un casus belli. Donc, ils utilisent cela, c'est pourquoi ils se positionnent sur les frontières. Ils font une attaque la nuit. Si vous voyez, il y a beaucoup d'études du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique qui reviennent sur les témoignages des populations qui subissent là. Ils viennent la nuit, ils viennent avec des motos, ils passent par des parcs, et ils se replient. Donc il y a une intelligence stratégique, mais le golfe de Guinée, ça leur permet d'avoir des ressources. Parce que c'est une grande manne financière. C'est-à-dire que s'ils arrivent à avoir la possibilité, comme on a vu dans le golfe d'Aden, les pirates, ça c'est des milliards. Même il y a 2 ou 3 ans peut-être, les statistiques montraient que le détournement rien que dans le golfe de Guinée faisait plus de 100 milliards. 100 milliards de dollars. Une activité également répandue au niveau du golfe de Guinée. Oui, maintenant, c'est pourquoi les premières résolutions du Conseil de sécurité sont parties de ce qui s'est passé au niveau du golfe d'Aden. Et on essaie, c'est cette même jurisprudence, cette doctrine qui est utilisée pour essayer de quadriller un peu au niveau juridique la protection du golfe de Guinée, qui est un vaste espace quand même. Et par rapport à cela, les pays côtiers en tout cas n'ont pas attendu aujourd'hui que la menace arrive à leur porte pour se lever ou bien pour prendre des mesures. Déjà en 2017, les premiers jalons avaient été posés à travers ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, des mesures renforcées avec le sommet des chefs d'État qui s'est tenu en novembre 2022 également. Quelle appréciation aujourd'hui faites-vous de cette forme de stratégie commune de lutte, l'initiative d'Accra, je veux dire, qui réunit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina? Ils sont 6. Ils ont fait plusieurs opérations, Koudalgou 1, Koudalgou 2. Il y a eu des résultats par rapport, en tout cas, on a pu attraper beaucoup des centaines à chaque fois qu'il y a eu ces opérations-là. Mais le problème, c'est que le terrorisme répond à des problèmes structurels. C'est-à-dire que le terrorisme vient dans des États où il y a des défaillances structurelles au niveau des politiques de développement, au niveau des politiques éducatives. Parce que qui est terroriste? C'est quelqu'un qui a été récupéré. À part les cerveaux, les jeunes sont occupés et la nature a horreur du vide. Si l'État ne fait pas son travail en termes de formation professionnelle au niveau scolaire, tout cela, et qu'il ait le contrôle sur sa population, c'est là où les terroristes interviennent pour avoir le temps d'endoctriner ou de récupérer des jeunes qui n'ont pas d'avenir en termes de perspective. Donc, il y a eu ces initiatives-là qui n'ont pas été efficaces. Et même, on peut aller plus loin, il y a eu la déclaration conjointe, la déclaration de Yamoussoukro en 2013, bien avant l'initiative d'Accra, qui a servi de base. Parce que le problème avec le terrorisme, c'est que dans nos scénarios de réflexion ou de règlement des crises en Afrique de l'Ouest, on était sur le paradigme des crises politiques internes. On est vraiment dans ce que Michel Dobry dit, on est dans les crises politiques, et que les paradigmes institutionnels développés par nos organisations ne prenaient pas en compte, par exemple, le terrorisme. Ça, c'est le premier problème. Ce qui fait qu'on a un manque d'efficacité. Deuxième chose, les armées professionnelles sont formées non pas pour se battre contre des groupes terroristes, mais quand les militaires sont formés, c'est pour les guerres conventionnelles. Et donc, il y a des adaptations à faire à ce niveau-là. C'est asymétrique. On est devant des menaces asymétriques, sporadiques, avec des gens qu'on a sous-estimés pendant un moment. Au-delà de la professionnalisation aujourd'hui de nos armées, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi allier aujourd'hui ces stratégies conjoncturelles avec aussi les solutions structurelles comme vous? Non, il faut des solutions structurelles. Parce que quelqu'un qui est occupé, quelqu'un qui est à l'école, qui a des perspectives professionnelles, il n'a pas le temps d'être endoctriné par des groupes terroristes. Et si les terroristes n'ont pas de jeunes à récupérer, est-ce que le terrorisme va... Il y a 2 leviers sur lesquels il faut peut-être appuyer. C'est les circuits de financement du terrorisme. Le GAFI fait un énorme travail sur ça. Mais en termes de répression, il faudra développer une plus grande coopération. Parce que la zone tampon utilisée par les terroristes, c'est l'Afrique du Sud qui n'est pas très regardante, par exemple, sur les circuits de blanchiment. C'est utilisé, mais si on arrive à étouffer les circuits de financement du terrorisme, ils ne se renouvellent pas, ils ne peuvent pas acheter d'armes, ils ne peuvent pas gérer les troupes qu'ils ont pu récupérer, entre guillemets. Et ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'éducation et l'avenir des jeunes. Il faut prendre au sérieux cette question-là. Et il y a quand même des expériences qui ont réussi
aussi, en termes de déconstruction de l'idéologie. Au Niger, il y a une institution qui se charge de la déradicalisation et tout ça, qui est inspirée du modèle mauritanien qui a aussi fonctionné. La Mauritanie fait un excellent travail en matière de lutte contre le terrorisme avec la déconstruction de l'idéologie, en prenant des imams qui confrontent les arguments en partant des textes. Donc oui, il y a des bonnes pratiques, mais moi ce que je ne vois pas, c'est qu'au niveau structurel, les États ont des dilemmes. Est-ce qu'ils ne sont pas touchés de la même manière? Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali ne sont pas touchés de la même manière par le terrorisme. C'est à des niveaux différents. Le Mali et le Burkina sont plus touchés. Au niveau de l'affectation du budget, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui a été un problème au niveau de l'initiative d'Accra ou de la déclaration de Yamoussoukro. Donc il faudra au niveau technique trouver un moyen équilibré parce que c'est un problème commun. Si le terrorisme gagne le Burkina, c'est un problème au Sénégal. C'est un problème pour toute l'Afrique de l'Ouest, puisque nous sommes une communauté. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des blocages et il y a des travaux sur cela. Que vous avez abordé tout à l'heure, à savoir la question du financement du terrorisme, lutter contre surtout les sources de financement. À côté du Gafi, il y a aussi les douanes africaines qui depuis plusieurs années aussi se sont réadaptées et font aussi beaucoup de choses en termes, dans ce domaine-là, en termes aujourd'hui de lutte contre le financement du terrorisme. À l'initiative surtout des douanes américaines qui ont tiré les leçons du 11 septembre. On en a parlé ici avec ce que le colonel Amadou Tidiane s'est fait. Un énorme travail à ce niveau-là, par exemple, sur le rôle des douanes, sur ces questions-là, notamment au niveau des conventions internationales, au niveau du contrôle des frontières, des intrants servant d'explosifs au niveau artisanal. Oui, il faut, parce que c'est un tout. C'est comme une forme d'hydre. Moi, là, c'est l'hydre. Et quand vous coupez une tête, vous avez l'impression que ça sort 2 autres têtes. On est devant cela et il faut d'abord comprendre le fonctionnement du terrorisme, ne pas sous-estimer ces acteurs qui sont intelligents, qui arrivent quand même à séduire des jeunes qui n'ont pas de perspective. Et il faut dédoubler le regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à une vision purement juridique. C'est important quand même de pouvoir réprimer au niveau pénal. Mais pour que la répression soit efficace, il faut d'abord une sociologie, une anthropologie et une histoire du terrorisme qui permettent de voir les différentes nuances et sur quel levier. Et ça permet de voir les nuances des types de terrorisme, leur modus operandi, le fait d'adapter la logistique, de comprendre. Et ça, je pense qu'il y a des avancées à ce niveau-là. Une façon de davantage miser sur la prévention pour aujourd'hui éviter d'aller de Caride en Silla, cette célèbre mythologie comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et Pape Ousmane, cette initiative d'Accra vise le partage d'informations, de renseignements, la formation du personnel de sécurité et de renseignement, ainsi que la conduite d'opérations militaires conjointes transfrontalières. Je veux bien sûr parler de l'initiative d'Accra. Les membres au départ sont voisins de la côte atlantique, en l'occurrence le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina. Selon vous, quelle efficacité aujourd'hui de cette forme de diplomatie de bon voisinage dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Il a évoqué tout à l'heure le partage d'informations est fondamental pour lutter contre cette menace, disons, sporadique et hybride, parce que quand on se bat contre des terroristes, on ne se bat pas contre des gens facilement identifiables. Ce n'est pas une armée régulière que l'on peut situer géographiquement, que l'on peut identifier d'un seul coup d'œil. On se bat contre des gens que l'on peut croiser à chaque disons, coin de rue. Donc, il faut non seulement un bon partage de l'information, notamment sur le plan du renseignement, mais également faciliter le déplacement des forces de défense et de sécurité d'une frontière à une autre. Parce qu'il a évoqué tout à l'heure, il parle de l'impossibilité pour des militaires, par exemple, sénégalais, de franchir la frontière gambienne. Je pense qu'une collaboration entre la Gambie, par exemple, je donne juste un exemple, entre la Gambie et le Sénégal, qui permettrait aux forces de l'ordre, et cela peut passer facilement par des accords bilatéraux, qui permettrait aux forces de l'ordre sénégalais, par exemple, de franchir la frontière gambienne pour justement des opérations de neutralisation des forces, des groupes armés terroristes.
est un début de solution. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas, et justement c'est ce que... Au-delà des accords bilatéraux, j'aimerais vous interpeller sur le même point que vous êtes en train d'aborder. Aujourd'hui, cette menace au niveau des pays côtiers, elle émane de la zone Sahel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, une jonction de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et de l'initiative d'Accra pourrait constituer en tout cas une solution efficace pour mieux répondre en tout cas à cette menace qui provient du Sahel et qui affecte aujourd'hui aussi ces pays du Golfe de Guinée? Bon, l'initiative pour l'AES, ils sont en train de mener ils sont en train de mettre en place les fondements d'une collaboration durable en ce sens, parce que déjà la barrière frontalière a déjà sauté. Les groupes armés terroristes ont les groupes armés maliens ont la capacité de traverser la frontière burkinaise pour aller poursuivre, ou nigérienne pour aller poursuivre des groupes armés terroristes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Entre les deux organisations ou alliances, l'initiative d'Accra et l'AES pourrait constituer au vu de l'état de leurs relations, notamment au sein de la CEDEAO, parce que n'oublions pas que l'AES, les pays de l'AES ont récemment quitté. Ouvert à des partenaires avec d'autres pays. Oui, l'AES a récemment quitté la CEDEAO, mais quand même dans une logique de collaboration sur le plan sécuritaire, il serait possible et vraiment souhaitable que ces deux initiatives puissent être regroupées, et justement pour permettre non seulement de combattre les groupes armés terroristes dans la zone sahélienne, mais également de les combattre efficacement dans la zone du Golfe de Guinée. Parce que justement l'initiative d'Accra, si cela permet justement aux différents pays de non seulement échanger des informations pertinentes, parce qu'il y a une dimension que les gens, que les différents analystes sur le terrorisme ne prennent pas souvent en compte, c'est le partage d'informations. Et le partage d'informations, il ne s'agit pas simplement d'informations technologiques. Parce que on se rend compte qu'avec l'arrivée de la technologie, le domaine du renseignement c'est beaucoup trop adapté, c'est beaucoup trop technologisé, alors que, bon, c'est un néologisme, mais alors qu'en matière de terrorisme, le renseignement humain est fondamental, parce que c'est cet aspect qui permet de prendre non seulement le pool des groupes, de pouvoir bien les identifier, parce que la dimension identification est fondamentale, mais également pouvoir mieux les cartographier sur le plan géographique afin de mener des attaques. Surtout au Burkina, au Mali et au Niger, de plus en plus, en tout cas, cela se développe. J'aimerais vous interpeller sur un autre point. Au niveau de ces pays, en tout cas du Golfe de Guinée, depuis des années également, la coopération pour lutter contre la piraterie et les trafics de toutes sortes en milieu maritime ont donné des résultats probants, c'est grâce aux marines des pays du Golfe, aidés en cela, en tout cas par les Nations Unies et également des partenaires internationaux. Aujourd'hui, pourquoi le modèle n'inspire pas encore? C'est-à-dire ce modèle sur la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée, quoi qu'on dise, en tout cas, a donné des résultats depuis quelques années. Pourquoi cela n'inspire pas, en tout cas, en matière de lutte contre le terrorisme? Ou bien, en tout cas, ce qui est possible sur le plan sécuritaire en mer ne l'est pas forcément sur la terre ferme? Parce que, bon, pour un premier constat, les groupes armés terroristes au niveau du Golfe de Guinée ne misent pas de manière, comme c'est le cas au niveau du Golfe d'Aden. L'ampleur de la piraterie maritime au niveau du Golfe d'Aden n'est pas comparable à la piraterie maritime au niveau du Golfe de Guinée. Quand on parle de piraterie maritime dans les eaux territoriales du Sénégal jusqu'en Angola, on parle globalement de nombreux trafics que l'on peut y voir, notamment le trafic de drogue, avec des bateaux qui quittent avec des bateaux qui quittent souvent l'Amérique latine pour passer par souvent des pays frontaliers pour ensuite poursuivre leur chemin vers l'Europe. Donc, justement, j'ai dit tout à l'heure que les groupes armés terroristes cherchent à avoir un accès à la mer. Ce n'est pas encore forcément le cas au vu des différentes initiatives qui ont été déployées justement pour contrer cette propension. Mais pour le moment, ces groupes armés terroristes sont plus actifs sur
au niveau des zones forestières et des parcs qui ont été aménagés pour ça. Une dernière question à Hamidou Sambaba. L'Union européenne qui promet aussi de débloquer 47 millions d'euros pour soutenir la lutte contre le terrorisme au Bénin. Une annonce faite à Cotonou par le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'occasion de sa tournée ouest africaine. Lui qui soutient aussi depuis plusieurs années ces pays du Golfe de Guinée dans ce domaine-là. Quel impact aujourd'hui de ce soutien des partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme? Je rappelle qu'on a vu aussi leurs limites avec ce qui s'est passé au niveau du G5 Sahel. Ah oui, mais ça dépend de comment on utilise les fonds. Et il y a une réflexion technique qui doit suivre ces discours-là. Ce n'est pas en soi l'argent qui est annoncé, mais où va l'argent techniquement? Parce que ça fait partie des critiques qu'on avait développées par rapport à l'initiative d'Accra, parce que la plupart, 70% des fonds, c'est par exemple pour acheter du matériel ou payer tel, et ça frustre parfois certains membres. Donc voilà, il faut voir où va l'argent concrètement, et ça aurait été plus intéressant si c'était inversé et qu'on avait d'abord évalué les besoins avant de décider qu'on va mettre tel argent, mais pas d'inverser, de dire on va faire ça. Les besoins avant de décider où mettre l'argent. Récemment également, les pays africains se sont rencontrés à Abuja pour évaluer les besoins en termes de lutte contre le terrorisme. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Pape Ousmane Thiaw, les dirigeants du continent ont tenu du 22 au 23 avril dernier un sommet africain sur la lutte contre le terrorisme. L'initiative est du gouvernement de la République fédérale du Nigeria en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. D'abord, que pensez-vous en tout cas d'événements du genre, puisque on n'en est pas en tout cas à la première réunion africaine sur le climat ou sur la lutte contre sur le terrorisme ou sur la lutte contre le terrorisme? Alors, ce sont des initiatives à saluer, d'autant plus que cela permet de regrouper des pays qui non seulement ne font pas forcément face à la menace terroriste au même stade que les pays comme le Burkina ou le Mali. Cela leur permettrait également d'anticiper sur d'éventuelles incursions de groupes armés terroristes sur leur territoire, mais également d'anticiper sur certaines informations à avoir pour un État, pour pouvoir mettre en place des initiatives et des politiques qui pourront, à un moment donné, lorsque la menace se présentera, de pouvoir faire face à ce type de menace. Donc c'est déjà bien. Actuellement, le Nigeria semble être à la manœuvre. C'est parce que le Nigeria, en matière d'expérience par rapport au terrorisme, a beaucoup à partager aux autres pays, parce qu'avec la présence du groupe Boko Haram au nord du Nigeria, c'est une menace que le Nigeria ne parvient toujours pas à éradiquer, malgré les nombreuses initiatives politico-militaires qui ont été déployées dans la zone. La menace Boko Haram continue à subsister dans la zone. Maintenant, le fait de se mutualiser et de se rencontrer régulièrement entre dirigeants, notamment dans le pays, dans le Golfe de Guinée, pour échanger sur les stratégies de lutte, pour échanger sur les politiques, disons, structurelles à mettre en place. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, lutter contre le terrorisme, c'est mettre en place des politiques structurelles visant à améliorer les conditions, globalement, les conditions de vie et de perspective de sa jeunesse. Donc, en réussissant cela... Nous venons d'ailleurs à l'instant de parler du Sahel et de la progression de la menace vers le Golfe de Guinée. D'ailleurs, la situation au Sahel a été au cœur des débats lors de cette conférence, en tout cas sur le terrorisme. Quelles attentes, en tout cas, quelles pourraient être les attentes à la suite, en tout cas, de cette rencontre? Quelles pourraient être les attentes par rapport à la progression de la menace terroriste au Sahel? Oui, moi en tant qu'observateur, la principale attente que je pourrais avoir, c'est que l'isolement, en fait, cette sensation que les pays de l'AES sont plus ou moins isolés dans leur lutte contre les groupes armés terroristes, que l'on puisse, disons, franchir cette étape. Parce que nous sommes face à une menace qui nous concerne tous, les pays africains, parce que les derniers développements ces dernières années ont montré que n'importe quel pays du Golfe de Guinée pouvait être atteint de manière plus ou moins importante sur son territoire. Donc il faudrait non seulement mutualiser les efforts
insister sur le partage d'informations, mais également faire en sorte que les pays de l'AES puissent mutualiser leur expérience comparée aux autres pays du Golfe de Guinée pour pouvoir justement réussir leurs initiatives. Et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, a rappelé en tout cas lors de cet événement que la région ouest africaine représente désormais près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, quelle lecture ou bien quelle analyse faites-vous de cette situation? On a l'impression que la menace progresse depuis plusieurs années et jusque-là également, toutes les stratégies adoptées n'ont pas en tout cas donné les résultats escomptés, même s'il y a eu des résultats, mais en tout cas pas les résultats escomptés. Oh, mais c'est un constat qui est scientifique à mon niveau parce que je considère que ACLED, par exemple, ACLED documente tout cela, ACLED, le Centre d'études stratégiques et d'autres organismes un peu documentent au niveau statistique quand même ce qu'elle a dit. Maintenant, quelle analyse on peut en faire? C'est que l'échec des politiques publiques en matière de lutte contre le terrorisme au niveau communautaire, les initiatives depuis 2013 et maintenant n'ont pas donné les résultats attendus. Le terrorisme a continué à exister, à perdurer et à se réinventer. Les États qui se plaignent de ne pas être aidés assez, comme on a vu avec l'AES, le communiqué là pour expliquer là, moi je considère que c'est du populisme parce que dans la réalité, le Mali, le Burkina et d'autres États de l'Afrique de l'Ouest sont touchés par le terrorisme, mais quand on regarde, c'est les États qui autofinancent ces initiatives-là, mais ils sont en retard en termes de cotisation. Ils ne cotisent pas. Ça, ils n'ont pas dit. Et vous voulez qu'un État délègue va préférer votre sécurité, même si vous êtes dans une communauté quand même, à la sienne? C'est une bonne question. Est-ce qu'un État va laisser sa sécurité au détriment de quelqu'un d'autre? Le principe du self-help voudrait que chaque État quand même se préoccupe d'abord de sa propre sécurité. Donc il ne faut pas déléguer. Oui, ce qu'il a expliqué tout à l'heure pose également la problématique fondamentale du financement de nos institutions africaines et des différentes initiatives politico-sécuritaires que l'on peut avoir ici en Afrique. Nous ne pouvons pas, à un moment donné, vouloir gérer nos problèmes intérieurs et vouloir que l'argent pour gérer ces problèmes provienne de l'extérieur, que ce soit de l'Union européenne, de l'USAID, des États-Unis, c'est pas possible. Il ne s'agit pas d'une question de manque de ressources, parce que ces États trouvent toujours les moyens de financer des éléphants blancs pour d'autres projets infrastructurels souvent qui sont des éléphants blancs. Rien ne leur empêche à un moment donné de mobiliser les fonds nécessaires pour justement la bonne marche de ces initiatives. Donc c'est une question de volonté politique, mais comme j'ai l'habitude de le dire, une volonté politique c'est une énergie renouvelable. Politique, c'est une énergie renouvelable. Et tout à l'heure, la question de la circulation des armes légères, l'Union africaine d'ailleurs avait en tout cas un programme dans ce sens qui avait pour objectif de taire les armes légères. D'ailleurs, d'abord de les taire à l'horizon 2020. Aujourd'hui, on est en 2020, il n'y a pas de grandes évolutions, même à l'horizon 2030, mais il n'y a pas encore de grandes évolutions par rapport en tout cas à cette question-là. Est-ce que ce problème-là même ne constitue pas une autre difficulté si l'on sait aujourd'hui que cette circulation des armes légères et le manque de contrôle qu'il y a de ces armes aide également ces groupes terroristes par rapport à leurs manœuvres? Bah oui, surtout il y a un aspect qu'il a développé aussi, le caractère intraçable de certaines armes. Ça, il a relevé ça, c'est un point, alors que la violence dans le cadre de l'État doit être strictement encadrée par le droit. C'est-à-dire que le port d'armes, l'utilisation et la circulation des armes doit être strictement contrôlée par les États. C'est la loi du monopole. Le monopole militaire ici suppose que les États doivent. Et c'est un problème parce que ça fait partie des choses qui remettent en question la centralité de l'activité de l'État. Et si l'État arrive à contrôler la circulation des armes et son territoire, l'entrée et la sortie sur les frontières, on a réglé une partie du problème. Ça veut dire que ça, c'est des problèmes internes au niveau même du fonctionnement étatique. Donc oui, la circulation des armes pose problème et les circuits de financement pourraient permettre, si on étouffe les circuits de financement, on pourrait empêcher d'acheter plus d'armes. Mais on a vu, je pense même un peu trop idéalisé l'effet domino de la crise libyenne. Parce que si vous vous souvenez bien, je ne trouve pas cet argument toujours recevable. Toutes les armes qui circulent là ne peuvent pas venir de la Libye. 1. 2, c'est un problème qui est là depuis longtemps. 3, souvenez-vous, durant la crise ivoirienne,
On a parlé, même dernièrement, quand il y a eu la crise, dernièrement avec Ouattara et tout cela, il y a eu un article de Jeune Afrique très intéressant sur les marchands d'armes qui sont revenus et qui essayaient de trouver acheteurs en se disant qu'il y aura une prochaine crise. Et qu'ils ont aussi dans cet article-là relevé qu'il y avait des zones où ils avaient miné des armes. Ça veut dire que la circulation des armes est une problématique qui est là en dehors même de la Libye. Je pense, oui, il y a une partie de l'arsenal qui vient de la Libye, mais l'autre partie, c'est dû au fait que les États ne contrôlent pas tout ce qui entre dans leur territoire. Revenir à la question du contrôle, en tout cas, de ces armes par les États ou bien par les armes même de ces pays africains-là. Allez-y, Pape Ousmane, vous vouliez réagir? Alors, par rapport à l'endiguement des sources de financement, au contrôle des sources de financement des activités des groupes armés terroristes, il faut savoir qu'il y a des financements externes. Et pour les financements externes, c'est facile pour les États, relativement facile pour les États de trouver des leviers permettant de contrôler cela. Mais également, il y a des sources de financement internes. Ces sources de financement internes, souvent, ce sont les petits trafics que font les groupes armés terroristes. Ce sont les trafics d'êtres humains, parce qu'il faut le dire, hein, les circuits de l'émigration vers l'Europe sont également en fait des points sur lesquels les groupes armés terroristes peuvent s'appuyer pour s'autofinancer. Il y a également, pour le Burkina et pour le Mali, certaines mines d'or traditionnelles qui sont exploitées par des gens qui sont affiliés à des groupes terroristes et qui permettent à un moment donné, à travers des réseaux bien connus et huilés, de pouvoir s'autofinancer. Donc ça, il faut chercher à combattre ça aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Par rapport à la circulation des armes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis quelque temps également, il y a eu les armes se sont démultipliées au niveau du Golfe de Guinée et en Afrique de manière globale. Et ça, c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut pas, il y a des armes qui sont issues des différents dons et soutiens de l'Union européenne et des États-Unis en Ukraine qui se sont retrouvés comme par magie ici en Afrique, notamment au Congo. Je ne sais pas si vous voyez la situation actuelle au Congo. Au Soudan, la situation au Soudan a empiré. Et justement, ces armes ne sont pas, sont plus ou moins identifiables dans certaines zones du Sahel. Donc il faudra une stratégie et des initiatives qui prennent en compte aussi bien les logiques locales que les logiques au niveau international pour pouvoir avoir plus de résultats. Et pour pouvoir avoir plus de résultats, vous vouliez ajouter quelque chose? Par rapport même, ça c'est ce qu'on appelle nous l'hybridation. L'hybridation, c'est comment le terrorisme s'autofinance avec la captation, couper des routes, faire un peu de braquage, braconnage, trafic de tabac, d'alcool, de migrants, et contrôle des voies de passage pour la drogue. C'est des réseaux interconnectés et qui, par exemple, en plein désert, un avion qui quitte l'Amérique du Sud peut venir utiliser ça comme zone de transit. Parce qu'il contrôle moyennant quelque chose et vice-versa. Et l'autre élément pour la circulation des armes légères qui n'aide pas, l'accès au dark web. Oui, l'accès au dark web permet aux groupes terroristes avec un téléphone, avec un bon ordi, avec Tor Browser et d'autres outils puissants qui ne sont pas traçables, d'acheter des armes et de se faire livrer très facilement. Avec un système, avec les drones et tout cela, il est très facile avec le GPS de donner un lieu de livraison en plein désert que les gens se sont discutés. Le dark web, c'est une sorte de no man's land utilisé vraiment par les terroristes pour se faire livrer beaucoup d'intrants. Une sorte de no man's land ça, c'est aussi, il faut tenir compte de ça. Également par rapport à cela, comme vous l'avez dit, surtout se faire livrer des armes dans des zones qui sont en partie ou bien des zones qui sont complètement contrôlées par les États. Par ces groupes armés-là. Et développer une plus grande coopération régionale, l'échange de renseignements, la création d'une force militaire en attente et la mise sur pied d'un centre africain de lutte contre le terrorisme sont entre autres propositions faites à l'issue de ce sommet africain sur le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est toujours bon d'avoir des initiatives comme ça, mais à condition de mettre en avant la recherche scientifique qui est disponible sur ces questions-là. Et j'ai comme l'impression qu'il y a des cloisons entre les décideurs politiques et la disponibilité des recherches un peu partout dans le monde qui peuvent aider à gagner du temps
à gagner, à ne pas gaspiller de l'argent dans des investissements qui ne servent à rien et à adapter. Il y a un aspect qu'on oublie, la logistique. Parce que beaucoup de stratèges pensent que actuellement, pour la lutte contre le terrorisme, les moyens les plus efficaces, il faut une adaptation. Le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique a fait un énorme travail sur ça, la nécessité d'adapter la logistique des armées africaines face à un ennemi qui est nouveau, qui a une forme de logistique différente. Et d'utilisation la cinétique. Avec l'utilisation des deux roues, communément. Oui, ils font ça. Et la force cinétique, la force aérienne, avec l'utilisation des drones armés, comment on a vu, comment les forces armées maliennes ont pu reprendre Kidal. Ils ont utilisé des drones de type turc qu'ils ont pris chez les Turcs et qui ont permis de faire de la surveillance et de voir les positions stratégiques des groupes terroristes et on peut reprendre. Donc ça, il faut des investissements. Et on a vu au nord, à Agadez et plus loin, la position de la base militaire américaine qui permet avec l'utilisation des drones. Donc il faut une adaptation et ça demande des investissements dans ce sens-là et une formation pour s'adapter à cette nouvelle menace asymétrique-là. On reste sur ce point avant que je ne redonne la parole à Pape Ousmane Thiaw. Vous avez soulevé la question de la logistique ou bien des moyens. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme requiert également des moyens colossaux, en tout cas sur le plan logistique et même financier. Comment relever ce défi du financement de la lutte contre le terrorisme? En première partie d'émission, nous avons parlé du blocage aujourd'hui du système de financement du terrorisme, mais comment relever le défi du financement de la lutte contre le terrorisme? Non, mais les États, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent être plus efficaces parce que c'est moins d'argent à sortir que si on était seul. Et aucun État actuellement au monde ne peut faire face seul au terrorisme, qui a développé des stratégies. On parle de retournement du monde, Badi et Smoots depuis 1992, parce que c'est des acteurs intelligents qui s'adaptent. Il faut que les États arrêtent de penser guerre conventionnelle face à une nouvelle forme de menace qui s'adapte, qui bouge rapidement, qui s'est hybridée, qui change de stratégie, qui développe de la logistique, qui fait du recel, qui fait du tout pour rester survivant. Et au niveau des États, il faut juste s'adapter, voir qu'est-ce qui est adapté face à ces menaces-là. Je pense qu'il y a un article même du Centre d'études stratégiques qui avait fait le recensement de la logistique des armées, par exemple au niveau du Burkina, du Mali, et qui montrait que ça, ce n'est pas adapté par rapport à cela, alors qu'il y a telle chose qui est disponible. C'est des connaissances disponibles. Et si on se base sur ça, on peut gaspiller moins d'argent et les États peuvent mobiliser des ressources très facilement ensemble pour faire ces investissements-là. Et qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un domaine plus prioritaire que la sécurité. La sécurité précède le développement. Sinon, il n'y a pas de projet de société. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de défense des personnes et des biens et des services, il n'y a pas de développement, il n'y a plus de projet. Et donc ça vaut quand même des sacrifices de la part des États pour régler cela. Par rapport à ces sacrifices, selon vous, sur quel levier en tout cas appuyer pour pouvoir trouver ces fonds nécessaires ou ces moyens logistiques nécessaires pour financer la lutte contre le terrorisme? Les pays de l'AES sont en tout cas dans cette dynamique avec leur nouvelle alliance. Alors pour les fonds, c'est simple. D'abord miser sur l'autofinancement des États parce que la sécurité est quelque chose régalienne. Donc il est toujours préférable que l'État en question prenne entièrement en charge à travers son budget de défense tous ces aspects. Par rapport à ce qu'il faudrait faire pour venir à bout de la menace terroriste, c'est simple. C'est qu'il faut miser sur la logistique. Je m'explique. Une armée n'est performante que si elle est capable d'avoir une logistique efficiente et qui s'adapte à l'environnement. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont considérés comme la meilleure armée au monde, c'est parce que sur le plan logistique, ce sont les meilleurs. Donc, et là je parle d'adaptation. Quand je parle d'adaptation, on a vu que l'arrivée des drones TB2 turcs ont donné des résultats, d'après ce que j'ai vu, très satisfaisants aux forces de défense et de sécurité maliennes et burkinabées. Pourquoi? Parce que, contrairement aux avions de chasse, un avion de chasse, s'il décolle, 2 heures plus tard, il faudra que cet avion revienne à la base pour être ravitaillé ou qu'il y ait un avion ravitailleur au ciel pour pouvoir continuer sa mission. Et un avion de chasse fait beaucoup trop de bruit, comme on le sait. Alors que pour les drones, certains drones ont des capacités d'autonomie de plus de 12 heures. Et qu'est-ce que cela permet? Cela permet non seulement d'identifier les groupes terroristes, mais de les surveiller pendant plusieurs heures. C'est pour cela que quand vous voyez la radio-télévision burkinabé,
lors des reportages sur les différentes frappes qui sont effectuées au niveau des groupes terroristes, on voit que le commentateur explique toujours que ces groupes ont été traqués et surveillés pendant plusieurs heures. Et c'est lorsque ces groupes terroristes sont cachés dans le repère que le drone intervient. Et ça, c'est un avantage stratégique non négligeable. Moi, je dis toujours que avec l'arrivée des drones, la suprématie stratégique des armées, il y a eu renversement de paradigme par rapport à l'effectivité des différentes armées au monde, parce que bientôt, si la tendance continue, les avions de chasse seront obsolètes. Pourquoi? Parce que nous ne saurons pas répondre aux différentes drones, une fois abattus par ces groupes armés, c'est juste des pertes matérielles, mais aucune perte en vie humaine également. En vie humaine, non seulement cela, parce qu'un drone, ça coûte pas plus de... certains drones coûtent entre 20 000 $ et 200 000 $. Tout le contraire d'un avion de chasse qui peut coûter jusqu'à 60 millions $. Donc il y a beaucoup, ce qui les rend justement accessibles à nos économies africaines. Donc il faudrait à un moment donné... Ils sont adaptables par rapport à la situation et par rapport à la menace qu'il y a en face. Justement. Donc, et Hamidou, comment le Nigeria, aujourd'hui pays hôte de l'événement, peut jouer un rôle central dans la lutte contre le terrorisme en Afrique? Le pays lui-même, en tout cas, est confronté à des groupes terroristes dans sa région nord-est. Tout à l'heure, Pape Ousmane l'a rappelé, la situation avec Boko Haram et tout. En étant, par exemple, moteur du financement, déjà, je pense en tant que géant économique en Afrique de l'Ouest, le Nigeria peut jouer d'abord ce rôle-là. En se portant garant, par exemple, de certains financements pour que ça soit effectif, même si les autres vont suivre plus tard, en tout cas à une échelle plus longue. Deuxième chose, on peut apprendre toujours de l'expérience nigériane, parce que quand on parlait de Boko Haram au début, c'était une association, une ONG, un truc comme ça, qui a évolué. C'est-à-dire qu'à partir de l'expérience nigériane, on peut apprendre beaucoup sur la façon les types de naissance des groupes terroristes, comment ils grandissent, comment ils pensent, leur mode opératoire. Donc, si c'est documenté en tout cas à leur niveau, ça permet d'anticiper, d'éviter que ça ne se répète dans d'autres cas. Ce qu'on aurait dû faire peut-être depuis longtemps, parce que ça fait maintenant un moment, et si le Nigeria n'arrive toujours pas à régler cela, c'est peut-être au niveau de la volonté politique, au niveau de la formation militaire, au niveau des dissensions internes au niveau politique, entre les partis politiques et ceux qui sont au pouvoir, parce que ça, on voit ce clivage-là entre le nord et le sud. Et oui, je vois, pour moi, le Nigeria peut aider à ce niveau-là. Maintenant, pour en revenir à ce qu'il disait, les drones, c'est accessible, mais en même temps, le risque, c'est que si c'est accessible, ça peut aussi être accessible aux groupes terroristes. Donc, il faut une vraie réflexion pour le contrôle, l'accès à des drones armés, à des drones militaires. Et pour ce qui est de la création d'une force régionale spécialisée dans la lutte antiterroriste, c'est une proposition qui figure, en tout cas, qui a été sortie à l'issue de cette rencontre d'Abuja. Les dirigeants africains reconnaissent des défis financiers, légaux et même logistiques associés. Nous en avons parlé tout au long de cette émission et souhaitent que cette force soit dotée d'un mandat bien défini et respectueux du droit international et de la souveraineté des États. Comment aujourd'hui une telle force pourrait se constituer à l'échelle continentale? Je rappelle que la force africaine en attente est toujours, en tout cas, pas fonctionnelle, n'est toujours pas fonctionnelle. On attend toujours que cela soit opérationnel, la force africaine en attente. On a déclaré la force en attente opérationnelle depuis 2016. Mais sur le terrain. Mais le problème, c'est que, oui, parce qu'on a testé, on a vu les scénarios, mais le problème qui s'est posé avec cette force-là, c'est qu'on a prévu 6 scénarios d'intervention et c'était des scénarios où on n'avait pas prévu les nouvelles conflictualités, les nouvelles crises politiques qu'on a vues depuis, en tout cas, qu'on l'a déclaré. Le terrorisme n'était pas prévu. Peut-être que cette initiative-là va permettre d'arriver à un 7e scénario, où il est question de terrorisme, mais il faudra régler les problèmes structurels de l'Union africaine et de l'APSA, parce que depuis des années, depuis 2017-2016, le professeur Patrick Clausen parlait du caractère obsolète de l'APSA. Et il y a eu Bourgi, le professeur Pape Samandia, il y a beaucoup de travaux sur rien que cette APSA-là qui montrent les défaillances au niveau structurel, les questions de financement. Le financement externe est problématique. Il faudra que ça soit interne, comme Pape Ousmane l'a dit. Et il faudra que les États, parce qu'à l'échelle continentale, c'est des idées qui ont été déjà pensées par Cheikh Anta, Kwame Nkrumah, sur un modèle fédéral
qui permettrait au niveau des États de faire moins de participation et qu'au niveau continental, que ça soit efficace. Parce que c'est un ennemi commun. Le terrorisme, là, c'est vrai que c'est un problème mondial, c'est la nouvelle problématique de sécurité, mais si les États font un peu d'effort au niveau budgétaire, au niveau logistique, on peut régler leurs problèmes. Et parce que s'il n'y a pas ce problème-là qui n'est pas réglé, ces problèmes structurels-là vont continuer. Sur la recherche, vous l'avez rappelé tout à l'heure, davantage travailler avec les chercheurs africains par rapport à ces solutions-là, parce que puisque beaucoup également ont travaillé sur ces questions-là, malheureusement nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Hamidou Samba Ba. Vous êtes enseignant-chercheur, également doctorant en sciences politiques. Toujours un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. C'était un plaisir partagé. Et plaisir aussi, Pape Ousmane Thiaw, d'avoir partagé le plateau avec vous. Vous êtes également doctorant en sciences politiques, spécialisé sur les questions de sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.